Des personnes qui pensent que les thématiques que je traite sont de nouvelles thématiques sont absolument dans le faux, puisqu'il suffirait d'aller en Occitanie, d'aller en Bretagne, d'aller en Anjou, d'aller sans compter la Corse, sans compter la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Polynésie, et pour voir, pour constater le devenir de toutes ces langues qui participent de cette silenciation. C'est par la langue que la culture vit et est transmise, circule. Voilà, donc taire les langues, c'est taire beaucoup. Docteur Maboula Soumaoro, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour cet épisode dédié donc à votre ouvrage Le Triangle et l'Hexagone. Merci pour l'invitation, Mehdi. Et je note Vraiment. qu'on m'appelle docteur, ce qui est rare en France. Oui, non, je fais exprès parce que c'est pour embêter vos critiques dont on va parler tout à l'heure. Très bien, très Donc, bien. je vous appellerai tout le temps docteur Soumaoro. Voilà. Très bien, je suis docteur, donc il n'y a pas Voilà, de… pour bien secouer le couteau dans la plaie. Bon, oui, donc je disais, c'est un ouvrage que j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est un ouvrage dans lequel alors c'est en même temps un ouvrage que vous dites, vous avez approché d'une manière universitaire, académique, et aussi de manière personnelle. Oui. Et oui, enfin, on verra la valeur de cela, hein, comme vous le défendez, mais personnellement, j'ai trouvé ça. Enfin, il y a vraiment un apport par rapport à ce qu'on peut lire par ailleurs. Voilà, donc voilà, première question déjà. Qu'est-ce qui avait déjà motivé la rédaction de cet ouvrage initialement? Alors, je pense qu'au niveau de la motivation, des raisons qui m'ont poussé à écrire cet ouvrage, ça a été comme une sorte de remise en question, une sorte de, je ne sais pas, après une dizaine d'années dans l'enseignement supérieur, après surtout un retour en France, puisqu'il y avait eu une dizaine d'années où j'étais plutôt aux États-Unis. Voilà, depuis ma nomination dans l'université qui m'a titularisée, il y a eu une sorte peut-être de ras-le-bol ou en tout cas de réflexion sur le sens de oui, du travail universitaire. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant-chercheur, puisqu'on a un double statut, on est enseignant et chercheur, quelle est la place à allouer, on va dire, au partage des connaissances qui sont produites au sein de ces milieux universitaires? Donc la question est vraiment celle de l'élitisme fondamental et inhérent à l'enseignement supérieur, que ce soit en France comme aux États-Unis, hein, je ne fais pas de distinction. Mais moi, il m'intéressait d'un point de vue personnel de d'atteindre le plus grand public, d'atteindre davantage le grand public. Quand on est dans l'enseignement supérieur, il est très facile d'organiser des colloques ou des journées d'études qui sont importantes et au cours desquelles il nous est complètement, on va dire, enfin, cela ne compte pas d'être à 8 dans une salle et de réfléchir de manière très profonde. Mais quand on s'intéresse à certains sujets d'études, comme ceux qui m'intéressent, je me dis qu'on parle tellement, par exemple, de processus d'exclusion, de marginalisation, de racialisation. Voilà, on s'intéresse à l'oppression, à la domination, on s'intéresse aux questions raciales, aux questions de genre, voilà, tout ça, qui sont des questions qui ne sont pas encore, à cause de l'ordre politique, qui ne sont pas encore complètement détachés de la société. On n'est pas en train de travailler sur la Grèce antique ou sur la Rome antique ou même sur l'Égypte antique. On est vraiment en train euh, de penser des questions qui secouent la société et donc dont la société peut aussi avoir besoin. Et une société au sein de laquelle nous évoluons. Donc, à mes yeux, il était nécessaire d'avoir une sorte de communication plus directe, une sorte de traduction plus efficace de ces savoirs universitaires qui sont importants. Et même si je rejette le modèle de la tour d'ivoire, je trouve que quand même, il est important d'avoir des espaces de pensée, des espaces dédiés à la pensée où vraiment on va à fond, on va profondément. Mais ensuite, moi, mon idéal, c'est que ces savoirs produits, ces recherches menées puissent pénétrer le monde extérieur à l'université pour changer les sociétés dans lesquelles nous évoluons. Donc moi, je pense qu'au cours des années, je m'étais dit, je pense que ça s'est passé après la soutenance de la thèse, qui a eu lieu il y a 13 ans maintenant, je me suis dit comment je peux peut-être rassembler davantage de parties de ma vie.
C'est-à-dire que j'ai une vie universitaire, mais j'ai une vie en dehors de l'université et ces 2 sphères de vie semblaient, complètement mutuellement, exclusives et donc voilà, moi, ça m'intéressait de faire un livre donc qui aurait un format hybride et qui pourrait parler, en fait, plusieurs langues de manière simultanée. Donc évidemment, au départ, c'était vraiment pour ma part, très osé, alors qu'aujourd'hui, je me dis que je suis toujours pas allée assez loin, que ça reste, encore un peu trop académique, un peu trop, voilà, il y a des choses où je me dis: «Il y a des gens qui ne lisent pas de livres», il y a des et pas parce qu'ils devraient les lire, c'est juste, c'est pas leur mode, de communication et donc même si pour l'université, cet ouvrage pourrait, passer comme pas assez universitaire, pour moi, il est universitaire comme je l'entends, donc ça me va et il peut aussi, parler à des personnes qui ne sont pas du tout dans le champ universitaire, mais ça va toujours pas assez loin. Voilà, mais ça, c'est juste mon ingratitude, après 1 an et demi, je me dis que ça ne va pas assez loin alors qu'à l'époque, c'était vraiment, pour moi révolutionnaire, mais je ne suis pas satisfaite aujourd'hui. Donc la motivation, c'était ça, c'était, vraiment la question de la langue. Qu'est-ce qu'on transmet? Comment on le dit? Comment on le formule? Et oui, il y avait de ça, de la traduction, pour plusieurs, c'est pas des registres de langue, mais niveaux de langue. On peut dire la même chose de plein de façons différentes, dans une langue universitaire, dans une langue populaire, en français, en anglais. C'était aussi un défi, d'écrire en français et d'écrire depuis la France. Ça aussi, c'était, peut-être marquer un ancrage dans cette France hexagonale, alors que pendant longtemps, je n'étais pas tellement ancrée, en France hexagonale. Donc c'est ce que je peux dire au niveau des motivations. D'accord, oui, oui, enfin, je pense que votre ouvrage est enfin, transgressif, je crois on dit, à plusieurs niveaux. D'ailleurs, après les questions, on reviendra sur ça. Et Mmh. donc oui, donc la première peut-être transgression que vous avez osé, c'est d'utiliser le premier pronom personnel, hein, vous utilisez le je, hein, donc Oui, pour relater votre expérience. Et bon, c'est une expérience quand même, enfin, si je peux dire, un peu radicale, mais tellement classique, encore que vous avez donc, par rapport au groupe dont vous êtes issu, donc vous êtes noire, africaine, née en France, donc de parents donc, qui étaient nés en Côte d'Ivoire. Donc vous avez quand même, enfin, vous n'êtes pas le produit classique qui finit habituellement dans l'université, hein. non, 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 pas du tout. Voilà, J'ai un profil assez voilà. atypique dans la Donc, trajectoire, ouais. voilà, donc intellectuellement, on pourrait se dire, bon, ça devrait être intéressant quand même d'écouter cette personne, même si elle sort un peu de cette fameuse règle où on doit pas utiliser le jeu, sur laquelle on reviendra, et sur sa légitimité réelle, qui demeure questionnable. Euh, mais donc, pour reprendre un petit peu un passage de votre livre que je trouvais intéressant, donc vous écriviez: je renonce à cette distance dite critique, à l'illusion de la scientificité neutre et objective, tout en laissant de côté les accusations de non-rationalité et d'incapacité à raisonner et analyser. Donc, oui, donc c'est effectivement ces fameuses règles de la scientificité. Alors, ça va faire sauter, ça va faire bondir plein de personnes. Et oui, Oui, enfin, c'est de la scientificité parce que, oui, en fait, si la science, si les recherches et tout sont complètement stériles et puis sont enfermés dans un laboratoire, et puis qu'il n'y a pas de oui, oui. personne, que le grand public, que le petit peuple, que les plebs, comme ils disent, n'en prennent pas conscience et puis voilà, qu'ils puissent agir dessus éventuellement pour se libérer, ben, ça ne sert à rien. Et malheureusement, bon, c'est la règle de ce système, cette scientificité occidentale, donc, enfin, il me semble Mhm. qu'elle est assez occidentale, vous me direz ce que vous en pensez. Donc elle est froide, et puis voilà, il y a le côté moral, enfin j'imagine, hein, il ne faut pas émettre de jugements moraux, hein, quand on fait un travail scientifique. Est-ce que c'est vraiment ça l'esprit, hein, qu'on inculque aux scientifiques? Alors, Oui, en tout cas, il y a une distance, il y a une froideur, il y a une désincarnation, mais qui m'était tout simplement impossible. C'est-à-dire que ce livre, je n'aurais pas pu l'écrire il y a 20 ans. Je peux l'écrire aujourd'hui parce que je suis arrivée à un certain niveau de confort. Un confort professionnel déjà, un confort pardon, scientifique, puisque je suis docteur, je suis devenue maîtresse de conférences et j'ai un poste titulaire. Et donc, c'est à partir de là que je peux me permettre. Peut-être que, enfin, sûrement d'ailleurs, avant,
puisque j'étais à la recherche de la thèse, puisque j'étais à la recherche du poste, j'étais prête à suivre les règles. Même s'il y en avait quelques-unes que j'avais déjà contournées, il y avait des règles que je ne pouvais pas contourner. Maintenant que je suis plus à l'aise, je me suis autorisée autre chose. Et donc, la question qui se pose, qui est une question aussi intellectuelle, c'est à partir du moment où j'ai choisi le champ d'études qui m'intéresse et à partir du moment où mon corps me renvoie concrètement à ce champ d'études, ben, comment puis-je me positionner au sein de ce champ d'études? Est-ce que je peux parler comme si je n'étais pas noire? Est-ce que je peux penser comme si je n'étais pas noire alors que tant mes recherches que mon expérience de vie me rappellent à quel point je suis noire? Donc, en fait, on ne peut pas être, à mes yeux, en tout cas, je ne peux pas être désincarnée dans ce champ d'études, puisque mon positionnement complètement assumé, hein, d'ailleurs, parce qu'on peut être noir et évidemment penser complètement différent ou avoir différemment, pardon, et avoir une pratique complètement différente. Donc moi, je dis juste qu'au sein de ma pratique, j'ai décidé et j'assume, par le biais de ce confort que j'ai à présent, j'assume de m'insérer en fait dans le récit. Après avoir pendant longtemps laissé de côté voilà, cette question du corps et cette question du vécu, de l'expérience. Alors, est-ce que cette démarche un peu radicale, de transgression des règles, est-ce que vous la voyez ailleurs, soit en France, ou alors, je sais pas, aux États-Unis, que vous connaissez assez bien, est-ce que vous la voyez comme un courant nouveau ou pas encore à ce stade? Alors, c'est une question intéressante, Mehdi, parce que est-ce que c'est nouveau? Ça dépend du regard qu'on porte sur la chronologie. Moi, je sais que depuis les États-Unis, ça fait 20 ans que je vois des pratiques, des écrits, des travaux qui sont menés de manière qui serait jugée complètement radicale en France. Vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme radical. Moi, je ne me considère même pas comme radical. Par contre, je me considère comme de plus en plus libre, de plus en plus libre. C'est ça que je recherche. C'est la liberté plutôt que la radicalité. Mais ça ne me dérange pas. Hein, mais quand je parle de la façon dont je m'envisage moi-même, je pense plus à la question de liberté, c'est-à-dire le confort et l'envie de faire ce que l'on veut, comme on veut, sur la base de savoirs que j'ai déjà acquis. La légitimité des savoirs, c'est-à-dire que si quelqu'un veut que j'écrive un article ou un livre classiquement universitaire, classiquement académique, je peux le faire. Moi, mon privilège aujourd'hui, c'est de dire je ne veux pas le faire. Je refuse de le faire parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a depuis des siècles toute une constitution du savoir, toute une production de savoir qui a été très, très, très excluante pour certains groupes. Et donc, un groupe minoré auquel je fais partie a une longue histoire intellectuelle, politique, spirituelle, religieuse, philosophique, enfin, tout ce qu'on veut, qui a fait que ce groupe a produit des savoirs qui n'ont pas été légitimés, qui n'ont pas été enseignés, qui ont été marginalisés. Donc, c'est vrai que je ne sais pas à quel point c'est récent de faire cela à travers les siècles. Mais peut-être qu'en France, on va dire que c'est très récent. Mais sauf que mon livre sort en 2020 et moi, quand je sors ce livre en 2020, ça fait 20 ans déjà que je travaille sur ces questions. Ça fait déjà 20 ans. Et il y a des penseurs, par exemple, je pense à Saidiya Hartman, dont je parle longuement dans le livre, qui a un ouvrage majeur qui est paru en 2007. Donc moi, depuis 2007, moi personnellement, je sais qu'on peut écrire l'histoire, les cultures, la diaspora africaine de manière différente. Que Saidiya Hartman, elle a utilisé le jeu. Dans les traditions féministes et même le féminisme noir aux États-Unis, on a utilisé pardon, le jeu depuis longtemps, enfin le pronom jeu depuis longtemps. Donc ça dépend d'où on se place. En France, on est un peu arriéré sur ces questions, je trouve. Pour la question de la radicalité, ou de la… Vous disiez, vous voyez non radical, mais plutôt… Libre, c'est la Oui, liberté qui voilà, m'intéresse. la Oui. radicalité et la liberté, oui. Donc Oui. enfin, comme disait, je crois que c'était George Orwell, il disait de dire la vérité, s'exprimer librement dans des temps enfin, universal deceit, je ne sais pas comment on va traduire ça en français. Donc, telling the truth in times of universal deceit is a revolutionary act. C'est un acte révolutionnaire. Oui.
Donc, je pense que Oui. ce que vous faites, enfin, moi, je vois ça comme radical parce que je vois ça comme un acte révolutionnaire quand même. Et alors que vous, Mhm. vous faites que vous exprimer. Oui. Ça, Non, mais je suis d'accord avec vous. Évidemment, intellectuellement, bien sûr qu'il y a, il y a une tradition de radicalisme et de pensée radicale. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Sauf que parfois, justement, ça nous renvoie encore à la question de l'intellectuel, de l'abstrait et du concret. Et qu'en vérité, on peut disserter pendant des heures, pendant des jours sur la question de la radicalité. Mais après, la radicalité, par exemple, si elle existe, elle se déploie aussi de, au point de vue personnel et intime. Et qu'il y a un moment, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai juste envie d'avoir la paix et de faire les choses comme je veux. Et pourquoi les choses que je veux, que je désire, sont-elles toujours impossibles? Sont-elles toujours entravées? Sont-elles toujours rendues illégitimes? Alors que, justement, ça vient d'un parcours et d'une trajectoire. Le doctorat, je l'ai obtenu. Le poste, je l'ai obtenu. Mais ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais suffisant. Et après, tout ce qu'on fait en dehors donc, de ces clous paraît pour radical. Alors que ça, pour moi, j'ai une vision très, très peut-être égoïste ou égocentrée de la radicalité. Au final, c'est même une question de goût. Ça m'intéresse plus d'écrire et de penser de cette façon que justement d'accumuler tous les savoirs que j'ai accumulés jusque-là dans un format très précis. Mais seulement ce dont je suis obligée de tenir compte, c'est que peut-être que cette liberté actuelle découle de cette acquisition des savoirs qui a précédé. C'est parce que maintenant je sais et parce que je peux faire un choix. Alors que souvent, quand on est contesté dans cette démarche, on va souvent être accusé d'incapacité. Je ne peux pas faire ceci, je ne saurais pas faire ceci. Moi, je dis non, je sais le faire, mais je décide de faire autrement. Je décide de faire autrement. C'est une décision, c'est un choix. C'est pas une incapacité parce que je n'aurais pas lu ceci ou cela ou que je n'aurais pas conscience de ceci ou cela. Non, 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 j'ai étudié et ensuite j'ai choisi. Donc, je suis à la recherche de mon confort. Ça, peut-être que c'est radical quand on est issu d'un groupe qui, entre autres, n'est pas censé avoir accès au confort. Oui, enfin, je pense qu'il y a plein de. Plein, oui, je ne sais pas, ça ne veut rien dire, mais il y a des gens qui pensent, comme pour Omar Sy, hein, le commentaire qu'ils ont fait à Omar Sy, devrait être, comment dire, devrait montrer la gratitude à la France. Hein, donc, il ne faut surtout pas critiquer la France et le modèle en place. Hein, donc, je pense qu'il y a les mêmes réflexions qui Et, sont et adressées à pourquoi on vous. n'aurait pas le droit? Pourquoi on n'aurait pas le droit? Parce qu'il y a une hiérarchie et puis il faut respecter la hiérarchie. Et voilà, si Voilà. on a la chance Mais de monter, de oui, passer à travers. C'est ça. on nous dit, oui, mais on nous dit qu'il n'y a pas de hiérarchie. On nous dit qu'il n'y a pas de hiérarchie. Et cette hiérarchie, je suis tout à fait d'accord avec vous, elle apparaît seulement quand on s'octroie le droit à la critique. Et là, on nous dit, vous n'avez pas le droit. Donc, quand on nous dit, vous n'avez pas le droit d'eux, ou il faut être reconnaissant ou reconnaissante, bah, ce qui m'intéresse, moi, vraiment, intellectuellement, c'est bah, quelles sont les raisons qui m'empêcheraient de ne pas, de m'exprimer de cette façon. Et les raisons-là, elles sont complètement raciales et racistes. Alors qu'on nous dit que cette hiérarchie, notamment raciale, n'existe pas. À part le fait d'être noir, je ne vois pas ce qui m'empêcherait d'être critique, puisque si je suis citoyenne française, si j'ai le droit de parler, qu'est-ce qui pose problème à ce moment-là? On peut être un intellectuel ou même tout simplement un citoyen français et être critique envers la France. Mais pourquoi certains citoyens n'auraient pas le droit? Et ces citoyens particuliers sont toujours, on va dire, d'une couleur de peau ou d'une apparence perçue particulière. C'est de ça dont il faut parler. Si au moins c'était assumé, on dirait, bon, ben, vous n'avez pas le droit, vous êtes noir, vous n'avez pas le droit de parler comme ceci ou cela. Vous êtes d'origine africaine, vous n'avez pas le droit. Mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. Mais ce n'est pas parce que cela n'est pas dit que cela n'est pas compris. Moi, je le comprends très bien. Et j'estime que j'ai le droit de parler comme je veux. Oui. Oui, mais le propre des systèmes de domination, c'est de dire non, non, il n'y a pas de hiérarchie, c'est plutôt chacun sa place. C'est naturel, c'est la nature Voilà. des choses. Oui, parce que s'ils commencent à dire oui, il y a une hiérarchie et tout, c'est comme s'ils invitaient les gens à la révolution, hein, de rouler et tout. Bon, ça ne va pas arranger certaines personnes. Voilà, mais les gens ne sont pas dupes et les hiérarchies, on les subit.
on les voit, on les pratique, on les vit, on les étudie, on les analyse. On les analyse. Il y a toute une littérature scientifique sur ces hiérarchies. Et on l'a étudié. On a été de très bons et de très bonnes élèves. Oui, c'est très bien, bravo. Hein. Il faut utiliser les outils. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qui avait dit ça, les outils Du maître. du maître pour se libérer. Ouais. Oui, C'est Audre Lorde, mais elle a dit que c'est impossible. Audre Lorde dit que justement, utiliser les outils du maître pour détruire la maison du maître est une illusion, que ça n'arrivera pas. Ça dépend de quels outils, mais enfin, là, de votre position, quand même, avec votre doctorat et tout, là, vous pouvez vous permettre des choses que si vous n'aviez pas tout ça, Ah, exactement, oui. Hein, tout ce bagage intellectuel sur lequel vous apportez un regard critique, parce que tout intellectuel, entre parenthèses, tout intellectuel. Enfin bref, mais bon, enfin, pour résumer, c'est ce que dit a dit à plusieurs reprises Ouria Boutelja, c'est que l'Occident n'est pas à une contradiction près. Hein, donc, il y a une hiérarchie, dire qu'il n'y a pas de hiérarchie alors qu'il y en a une qui est hyper flagrante, ça va pas, on n'est pas à peu près un truc. Ça c'est clair. Oui. C'est clair. Par contre, la question qui se pose avec cette utilisation du terme Occident, ça c'est l'une des grandes questions. Est-ce que nous faisons partie de l'Occident ou non? Ça, c'est une autre question. Parce que souvent, les gens, justement, pour nous délégitimer, vont dire vous parlez en tant qu'anti-occidental et en dehors de l'Occident. Sauf que le problème, c'est que ces groupes minorés font aussi partie de l'Occident. Ils font aussi. Moi, je sais qu'intellectuellement, je ne peux pas me cacher derrière une africanité supposée ou une ivoirité supposée. C'est-à-dire que l'Afrique et la Côte d'Ivoire font partie, me constituent, mais le fait est que voilà, je suis née en France, j'ai grandi en France ou que j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis ou dans le reste des Amériques. Donc, en cela, est-ce que quand on est une personne noire, est-ce qu'on est en dehors de l'Occident ou est-ce qu'on fait partie de l'Occident? Et moi, j'estime que même d'une position interne, d'une position intérieure, on peut, déjà, on l'assume parce que c'est comme ça et c'est pas autrement, et on peut discuter, on peut critiquer l'Occident depuis l'intérieur. Ça servira à rien de nous construire seulement comme autre, comme figure de l'altérité, puisqu'il est très facile, il est très aisé de discuter mon africanité, mon ivoirité, voilà, même si c'est pas du tout des rejets, mais je parle vraiment de positionnement géographique et même intellectuel. C'est-à-dire que je suis occidentale malgré moi. Enfin, c'est un fait. C'est pas une envie ou dire je suis française, entre autres. D'ailleurs, c'est pas ma seule nationalité. C'est pas non plus se réclamer ou vouloir être. C'est juste un constat, le constat d'une réalité. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi aussi, la question des frontières nationales ne m'intéresse pas du tout. Et les identités patriotiques comme ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien l'internationalisme, le transnationalisme et je me sens à l'aise dans plein d'endroits différents. Je n'ai pas d'attache particulière à une terre vraiment délimitée nationalement, tout simplement parce que mon histoire d'emblée, mon histoire personnelle, met en présence deux endroits nationaux différents. Donc, à la base, il y en a deux. Ensuite, il y en a trois, parce que moi, je continue. Voilà. Donc, pour moi, la nation, ça ne m'intéresse pas. Oui, bon, on y reviendra sur oui, donc pour préciser quand même si ce n'est pas l'objet de l'interview, et vous avez abordé ça largement dans d'autres interviews, donc on ne va pas s'étaler là-dessus, mais je rappelle quand même, pour préciser un peu ces réalités dont vous parlez et d'où vous venez, d'où est-ce que vous parlez, c'est qu'en fait, donc vous alliez à la banque alimentaire quand vous étiez avec votre famille, vous alliez en vacances avec la DAS. Donc voilà, vous venez quand même d'un endroit assez dur et voilà. Donc, bien sûr. Ça, c'est pour dire un petit peu que les critiques, enfin les personnes qui osent vous critiquer devraient avoir un petit peu honte. Mais bon, parce que les personnes qui critiquent, oui, les personnes qui critiquent, elles me regardent aujourd'hui. Donc c'est facile aujourd'hui en 2021 de dire, par exemple, vous êtes une bourgeoise, vous êtes maîtresse de conférence, enfin vous avez un capital, bon pas du tout économique parce qu'on sait que les profs sont mal payés, mais culturel, enfin voilà, symbolique, important. Ça, c'est aujourd'hui en 2020. Mais qu'est-ce qui s'est passé de ma naissance jusqu'à l'obtention du doctorat? Ça, c'est une question. Et donc, ces conditions-là de mon enfance et ma jeunesse, elles me constituent aussi. L'aise sociale ou l'aise socio-professionnelle
c'est plutôt un phénomène récent dans ma vie. Avant, c'était de la précarité pure et dure. Mais c'est facile de commencer, enfin, c'est toujours un problème de chronologie. Quand débute l'histoire? Est-ce que l'histoire débute en 2009, quand je deviens maîtresse de conférence titulaire à l'université de Tours? Mais quand je commence le 1er septembre 2009 en tant que titulaire à Tours, j'ai déjà 33 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant ces 33 ans? Oui, enfin, comme je le dis, enfin, ces critiques oui, enfin, on devrait parler un peu plus de leur background à eux, d'où est-ce qu'ils viennent et toutes les cuillères d'argent qu'ils ont eu dans la bouche depuis leur plus jeune âge, c'est vrai. Hein. Et puis, oui, donc, autre chose quand même qui est super important, parce que là, vous avez reçu des critiques sur l'utilisation du jeu, donc, alors, un des ouvrages, alors c'est largement reconnu, un des plus importants ouvrages du XXe siècle, c'est quand même, enfin, en français, ils n'ont pas traduit ça comme ça, mais c'est les origines du totalitarisme d'Hannah Arendt. Et à l'intérieur, il y en a plein. Donc, voilà, donc ça veut dire que l'utilisation du jeu n'a aucun impact, ne veut rien dire sur la valeur d'un ouvrage. On parle vraiment Mais oui, Montaigne Ah oui. a utilisé le jeu. Montaigne a utilisé le jeu. Donc, il n'y a rien de. C'est pas si nouveau tout ça. C'est pas si Il y a nouveau. quand même, enfin, ces critiques-là, justement, est-ce qu'elles ne viennent pas aussi du fait, enfin, de ce qu'avait dénoncé Spivak dans son essai Can the Subaltern Speak. voilà. Est-ce que le subalterne, donc qui est en bas de la hiérarchie, est-ce qu'il a le droit de parler finalement Donc, elle a critiqué Foucault et puis d'autres intellectuels blancs, hommes blancs. Est-ce que vous ne pensez pas que vos critiques viennent un peu aussi de ce réflexe-là que Spivak avait dénoncé? Je pense que c'est tout à fait ça. Donc, Spivak, vraiment faire de lance de la pensée postcoloniale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est issu ou qu'on est membre d'un groupe qui a été marginalisé, exclu, dominé, minoré à travers l'histoire, on est en position de subalternité. Et la condition de ce positionnement de subalternité, c'est le silence. Le subalterne, comment dire, il subit, il est construit, il est catégorisé. Donc, je veux dire, le b.a.-ba, c'est l'imposition du silence. Il n'a pas le droit, il n'a aucun droit, ni droit d'expression, ni droit de rien de toute façon. Et justement, peut-être que la résistance la résistance au fait d'avoir été construit comme subalterne, c'est l'expression. Et c'est l'expression libre, l'expression qui vient questionner ou qui tente de renverser ces hiérarchisations qui fonctionnent à la défaveur du subalterne. Donc, je pense que vous avez tout à fait raison. Le subalterne n'a pas le droit de parler. Il n'est pas, je veux dire, sinon il ne serait pas subalterne. C'est vraiment la pensée fondamentale. Donc, c'est le subalterne qui s'exprime, qui a accès à la parole publique et fondamentalement rebelle. C'est une rébellion, c'est une révolution, c'est une disruption, c'est une mise à mal de l'ordre établi. Donc, ça cause des problèmes, des frictions, des tensions, et c'est normal en fait. C'est fatigant, mais c'est normal, c'est logique. Le subalterne qui parle et qui n'est pas, je ne sais pas, décrié, menacé, ça veut dire qu'il il ne dit pas grand-chose. Voilà, donc c'est plutôt un compliment. Absolument, oui, tout à fait. En fait, ces personnes, alors c'est partout dans le milieu académique et ailleurs. J'ai interviewé Noura Mansour, donc c'est une palestinienne, activiste palestinienne, donc c'est l'épisode 9 de ce podcast. Et donc elle me racontait, je lui ai posé la question sur ses ancêtres en Palestine. Elle me racontait qu'en fait, à l'époque de son grand-père, donc c'était la création de l'entité sioniste, donc autour de 48. Donc en fait, les Palestiniens qui osaient parler en arabe, sans mentionner le contenu, peu importe le contenu, les Palestiniens qui parlaient en arabe se faisaient exécuter par les milices sionistes. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, voilà à quel niveau le subalterne doit se taire dans ces systèmes de domination. Exactement, et ça me fait penser un peu, l'exemple que vous venez de donner me fait penser à tout le travail effectué par la Troisième République,
qui a construit cette nouvelle citoyenneté, vraiment la Troisième République comme fabrique de cette nouvelle citoyenneté française républicaine, notamment en effaçant toutes les langues, les patois, les dialectes et les langues régionales de la France, enfin, avant même de penser aux Outre-mer, même en France hexagonale, le patois d'Anjou, le breton, enfin, la règle était d'effacer, de silencier toutes ces langues et de les silencier, notamment dans le cadre scolaire. À l'école, il était interdit de s'exprimer en ces langues. Donc, des personnes qui pensent que les thématiques que je traite sont de nouvelles thématiques sont absolument dans le faux, puisqu'il suffirait d'aller en Occitanie, d'aller en Bretagne, d'aller en Anjou, d'aller sans compter la Corse, sans compter la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Polynésie, et pour voir, pour constater le devenir de toutes ces langues qui participent de cette silenciation. C'est par la langue que la culture vit et transmise, circule. Voilà, donc taire les langues, c'est taire beaucoup. C'est taire beaucoup chez des êtres humains, enfin, chez des individus et des peuples ou des communautés. Donc non, le subalterne n'a pas le droit de parler. Mais tout ce qui reste au subalterne, c'est justement de s'arroger le droit de parler. Dans la prochaine partie, la diaspora noire, c'est vraiment une focalisation, comme vous l'avez dit, sur l'ère moderne et sur la fabrication de cette identité noire qui est une identité à travers l'histoire qui est plutôt récente. C'est-à-dire que si l'identité africaine, elle est récente, l'identité noire, elle est encore plus récente. À travers l'histoire de l'humanité, désigner les personnes en tant que noires et blancs, c'est plutôt récent.